Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour la parole. Deux petites questions, ministre de l'Industrie, puis une question d'actualité. Positionnez bien le micro, s'il vous plaît. Des questions d'actualité, mais également une question, deux petites questions au ministre de l'Industrie. La phrase que les Congolais aiment beaucoup, c'est attirer les investisseurs. Parce qu'on sait que de ce côté, économiquement, le pays pourra s'en sortir. Mais quand vous parlez de attirer des investisseurs depuis 7 ans bientôt, combien d'investisseurs déjà sont venus en République démocratique du Congo investir et dans quel domaine? Est-ce qu'on peut avoir une réponse claire à ce sujet? Et comment sont-ils arrivés? Et sinon, pourquoi? Mais Moussompo, c'est pour quand exactement? Puisque vous parlez de plus de 20 000 emplois directs, ça sera opérationnel dans combien de temps? Moussompo, ça sera opérationnel dans combien de temps? Puisque vous dites que c'est plus de 20 000 emplois. Alors, deux petites questions d'actualité. Monsieur le porte-parole du gouvernement, certains parlent de l'arrestation des officiers des FARDC dans les zones swahiliphones. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Qu'est-ce qu'on en retient? Mais également tout à l'heure, l'arrestation des officiers des FARDC dans des zones swahiliphones. Est-ce que vous en savez un peu plus? Qu'est-ce que l'opinion peut des arrestations? Des arrestations. D'accord. Ensuite, la question d'actualité sur il y a quelques heures, Martin Fayulu qui s'est adressé, notamment qui a fait un discours où il appelle à la responsabilité pour la gestion de la crise actuelle qui passera nécessairement par le dialogue. Il est prêt à rencontrer le chef de l'État qui a aussi répondu à travers son porte-parole. Mais vous, en tant que porte-parole du gouvernement, comment avez-vous suivi ou accueilli ce discours et quelle est l'opinion que vous en faites de cet appel de Martin Fayulu à Corneille Nangaa, à Joseph Kabila, mais aussi à Félix Tshisekedi, au président de la République? Bon, écoutez, ce soir, nous voulons parler des PMI Industrie. J'espère qu'on va se focaliser sur ça parce que c'est une matière tout aussi essentielle. Mais pour réagir d'abord à la question sur l'honorable Martin Fayulu, souvenez-vous que le 22 février, nous étions avec le président de la République qui rencontrait les élus de la majorité. Et à l'occasion, le président de la République a été clair et précis sur le sujet et sur sa disponibilité justement à travailler, à tendre la main avec tous les Congolais désireux comme lui de travailler à la préservation de ce que nous avons comme acquis de nos pères fondateurs, à savoir la République démocratique du Congo dans ses frontières telles que héritées de la colonisation. D'abord, ça c'est le principe qui montre, et c'était le soir où le président de la République avait annoncé les consultations pour voir justement comment on arriverait à créer ces blocs. Et donc, j'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentrent dans ce cadre. Je pense aussi et que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec
le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé, et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir. Dans les mêmes esprits, parce que vous avez parlé de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire, l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribus swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser identifier les uns et les autres, si ce n'est une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones, et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations, et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas de poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires occupent le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat, est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc, je voudrais que vous tous qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques, justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a de problèmes communautaires. Et je pense que le sujet est tellement essentiel que nous aurons peut-être dans les jours qui viennent une communication avec le porte-parole de l'armée qui pourra nous faire le point, parce que justement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ces niveaux, y compris pour améliorer les circuits d'approvisionnement des logistiques. Et chaque fois qu'un officier, quelle que soit son origine tribale, est trouvé en faute, il doit subir la rigueur de la loi. C'est cela, et surtout que l'armée, c'est la discipline qui en est la mère. Voilà, Monsieur le Ministre, c'était une parenthèse. J'espère qu'il y aura plus de questions d'actualité, mais c'est aussi cela l'esprit du briefing, et je vous laisse répondre aux questions qui vous étaient destinées. Non, c'est l'esprit du briefing, comme vous dites, et s'il y a des sujets d'actualité qui doivent être évoqués, c'est tout à fait normal. Madame Rachel, la première question, c'était du point de vue d'attirer les investisseurs. On en parle, mais est-ce qu'on les attire vraiment? Je crois que c'était ça la question. Et puis la deuxième, c'était à propos des millions d'emplois qu'on doit créer. C'est bien ça, parce que je vous entendais difficilement. Moussompo. La zone économique de Moussompo. Oui, mais c'était quoi la question? Pour quand? Ah, pour quand, d'accord. Pour quand? Très bien, merci. Eh bien, du point de vue de l'attrait des investisseurs, je peux vous assurer que la RDC attire beaucoup plus d'investissements qu'on ne le croit. Peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. Je vais vous donner quelques exemples des plus récents. Dans la zone économique spéciale de Maluku, par exemple, l'investissement de Pepsi, ça avoisine les 100 millions de dollars. Celui de Saphir, un peu moins, je crois. Moussompo, dans un premier temps, ça sera 200 millions de dollars qui sont déjà engagés pour être investis. Je vous ai parlé de la cité de Chine qu'on a inaugurée, dont on a lancé les travaux il y a près d'un mois. C'est encore près de 200 millions de dollars qui sont attirés. Loin de nous, ici, à plus de 2000 km, dans le Katanga, à Kamoa, peut-être vous ne le savez pas, ils ont lancé la fonderie la plus sophistiquée, la plus grande de toute l'Afrique, qui coûte près d'1 milliard de dollars d'investissement. Le monde a compris que la RDC est en train de se réveiller. Et les gens commencent à faire un distinguo entre les perceptions de risque et les opportunités d'affaires. Et croyez-moi, ce ne sont pas les investissements qui manquent maintenant. C'est plutôt un challenge pour nous de présenter des projets bien ficelés, des projets bancables, et les financements sont là. Je reviens de
de Formule 1 à Monaco où j'ai rencontré la très haute finance. Mais il y a un engouement terrible pour la RDC. Ils veulent tous venir, au point que nous allons peut-être organiser un forum économique très prochainement pour que la haute finance vienne ici à Kinshasa, palpe du doigt les réalités. Donc, ce point de vue-là, rassurez-vous. Maintenant, c'est vrai, il y a encore du travail à faire parce que les perceptions sont encore fortes de mauvaise gouvernance, de corruption, de toutes ces choses qui se disent et qui, bien sûr, sont répercutées dans les médias et autres. Mais c'est ici que j'aimerais en appeler au patriotisme de nous tous. Ce pays, c'est nous qui allons le construire. Personne d'autre ne va le faire à notre place. Et lorsque nous faisons du Congo bashing et que nous sommes en train de donner plus de volume à toutes les antivaleurs, je ne crois pas que nous nous aidions nous-mêmes. Parce que la corruption, voyez-vous, existe partout, y compris dans tous ces pays que nous visitons ailleurs. À nous de comprendre que nous avons un pays à bâtir, à nous mettre ensemble et bien sûr à mettre du sérieux. Parce qu'après tout, si on veut attirer davantage d'investissements, je suis tout à fait d'accord, il faut de la bonne gouvernance, il faut éradiquer la corruption et c'est notre devoir à nous toutes et tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des 100 millions de Congolais. Je dis bien 100 millions de Congolais et il n'y a aucun spectateur dans ce combat-là. Nous sommes tous des acteurs et que chacun joue sa partition. Voilà, merci. On va prendre la question. Il y avait une dernière question. Il y avait une question encore, oui, Madame. Je crois que c'était pour la zone économique spéciale de Moussompo, c'est ça. Les travaux vont démarrer très bientôt. Aujourd'hui, j'étais avec ma collègue Mineta d'affaires foncières. C'est pour que tout ce qui est documentation, etc., pour sécuriser les investisseurs, pour qu'ils commencent les travaux, soient mis au point. Il y a une mission qui part là-bas incessamment, la semaine prochaine déjà. Les travaux vont commencer incessamment. Je dirais peut-être dans le mois qui suit, dans les 2 ou 3 mois, les travaux vont commencer déjà. À partir de là, c'est déjà de la création d'emplois déjà, quand les travaux d'aménagement commencent. Voilà, donc je crois que d'ici la fin de l'année, on verra déjà un engouement autour de cette zone économique spéciale. Voilà, merci. On va prendre les questions de Monsieur Patrick Lacoué. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Monsieur le Ministre de l'Industrie, excusez-moi, je suis resté un peu sur ma soif sur la question sur le point où vous étiez en train de relever les assurances que nous devons avoir et même la confiance à donner à ces investisseurs étrangers. C'était ma première question, mais je vous ai... À donner aux investisseurs. Oui, par rapport à la corruption, au détournement, c'est que... à vous entendre parler, vous avez survolé ce problème. C'est un problème capital et de confiance. Connaissant l'histoire de ce pays, nous avons besoin d'assurer ceux qui viennent. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur ce problème-là? Et ma deuxième préoccupation... C'est lequel le problème? La corruption, les détournements. Puisque ça dérange votre secteur. Ça sent le détournement, c'est ça. Voilà. C'est que la deuxième question, sur le budget national, oui. Votre secteur a quel taux en termes de pourcentage de revenus sur le budget national? Parce que vous parlez des millions, des milliards même, avec Kamoa, mais votre secteur fait rentrer combien sur le 100% du budget national? D'accord. Et ma dernière préoccupation, c'est sur ces financements des jeunes entrepreneurs. Quel est le taux d'intérêt que vous appliquez sur ces financements-là? Il a 50 000 $. 4%. Et je pense que le ministre, elle a dit tout à l'heure lorsqu'il parlait du projet Vijana. Voilà, c'est par rapport au projet Vijana, c'est que quelles sont ces mesures d'encadrement sur le retour sur l'investissement fait auprès de ce jeune entrepreneur. Merci. D'accord. Allez-y, Monsieur le ministre. Merci Patrick, toutes des très bonnes questions. Les assurances qu'on donne aux investisseurs. Je vais vous dire une chose, Patrick. Lorsque je rencontre les investisseurs, je leur dis toujours ceci. Quand vous venez investir en RDC, vos meilleurs alliés ne sont pas les ministres, la première ministre ou le chef de l'État. Vous avez 2 alliés en réalité. Le premier allié,
c'est le cadre réglementaire d'investissement au pays, les lois de notre pays. Ce sont ces lois qui vous garantissent votre financement, qui protègent votre investissement et qui veillent à ce qu'il n'y ait pas des changements de règles du jeu qui seront adverses à votre plan d'action. Ça, c'est le premier allié que vous avez. Le deuxième allié que vous avez, c'est notre administration, qui est chargée de veiller à ce que toutes les autorisations dont vous avez besoin pour déployer votre business plan puissent vous être accordées, puisque vous puissiez aller de l'avant et que vous puissiez produire ce que vous êtes venu produire. C'est ça vos vrais alliés. Maintenant, Patrick, quand vous avez des alliés dans la vie, vous apprenez à les connaître, parce que ce sont vos alliés. Vous passez du temps avec eux. Ce que j'essaie de dire, c'est que tout investisseur qui prend d'abord le temps de comprendre le cadre légal de notre pays, le cadre fiscal, le vrai coût de faire des affaires, lutte contre justement tout ce qui est mauvaise information, malheureusement, parfois vous ne faites pas toujours votre part. Je veux vous donner un exemple concret. Ces week-ends, j'ai reçu plusieurs fois des vidéos sur un prétendu détournement de projets de développement local de 145 territoires. On vous dit même qu'on a donné 511 millions et que on a justifié que 9 millions sur 511 millions. Ce qui suppose que 502 millions de dollars se sont volatilisés, entre guillemets, d'après l'auteur. Mais alors, en faisant juste un peu de recul dans la forme, c'est lui qui parle derrière ces rapports. Est-ce qu'il a pris le soin? Moi, j'ai vérifié de discuter avec les agences. Parce que c'est que nous, on a refusé, au début de ces projets, par exemple, c'est que cela ne soit rattaché directement au cabinet ou au ministère. Parce que nous avons une expérience et on n'a pas voulu que ces projets puissent être soumis à une série de contraintes, entre guillemets, ou des procédures. On a confié des projets à des agences qui sont réputées. Parce que c'est des agences qui sont recrutées, y compris par nos partenaires internationaux. PNUD, la cellule CFF ou les BCECO. Ils font tous les 3 mois un rapport d'exécution physique, financier, parce que les financements à l'origine viennent de nos partenaires. Et donc, toutes les précautions, je dis bien toutes les précautions, sont prises au niveau du gouvernement depuis le jour 1 de ces projets jusqu'à ce jour. Alors, comment accorder la moindre crédibilité à des propos qui sont tenus par quelqu'un qui se présente comme un expert, mais qui n'a pas eu, lui, dans la démarche, l'honnêteté de la contradiction que suppose une telle démarche? Alors, est-ce que vous allez prêter foi à des conclusions qui viennent d'une organisation comme celle-là? Première chose. Deuxième chose, il faut pas oublier, comme le ministre l'a dit, la corruption, il y en a dans tous les pays du monde. Ce qui compte, c'est comment vous faites pour lutter contre la corruption et en minimiser les dégâts. Dites-moi, avant le président Félix Antoine Tshisekedi, on attendait des rapports qui venaient des ONG internationales, Jason Stern, qui faisaient des rapports sur des scandales de corruption ici. En l'occurrence, ici, ce sont des structures de l'État qui alertent. Lorsqu'une structure alerte sur des cas qui requièrent de la vigilance, c'est pas de la corruption. C'est pas du détournement, parce que le détournement est établi par les organes de la loi, par les parquets. Alors faisons attention pour que nous-mêmes, parce qu'il y a comme une forme de campagne malsaine que je vois depuis plusieurs jours, comme on est dans une guerre informationnelle où on inonde les VENA, on dit on attaque les Baswahili, maintenant on veut inonder les VENA, on dit oh, là-bas c'est la corruption, c'est les détournements. Mais chers amis,
ne nous tirons pas sur les pieds, comment pensez-vous alors que nous avons pu réussir à mobiliser les fonds qui financent les 145 territoires? Comment pensez-vous alors que successivement, nous avons réussi à toutes les revues de FMI Banque mondiale? Si les critères de bonne gouvernance ne sont pas respectés, je parle avec un ancien opérateur minier à ma droite, vous savez les exigences que nous avons dans le cadre notamment de l'initiative de la transparence pour les industries extractives, nous avons toujours du succès lorsqu'il y a des évaluations qui sont faites dans le cadre de l'application des litiers. Alors moi, je souhaite que dorénavant, vous les professionnels de médias, vous faisiez le front avec nous pour détricoter tous ces mensonges et pour aller vérifier. Parce que dès demain, je peux demander à mon collègue du plan de vous fournir les rapports à jour et à date, aussi bien du niveau de financement que du niveau d'exécution physique de 145 territoires. Sur ça, nous n'avons rien à cacher. Et donc, lorsqu'on parle de ces questions, je souhaiterais que tout le monde puisse intégrer que jamais on a eu dans ce pays une détermination à lutter et à mettre fin à la fois à la corruption et au détournement que nous l'avons maintenant. Merci. On va prendre la question de monsieur Eric Izami. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le Ministre. Alors, je voudrais commencer par d'abord saluer l'homme qu'il est. Il est resté. Lui, Watum Kabamba, vous avez remarqué, policé, pondéré, jusqu'au niveau de saluer même l'œuvre de ses prédécesseurs. C'est rare. La question, alors, monsieur. Monsieur le Ministre, nous avions appris que votre gouvernement entend relancer le projet Bukangalonzo. Ça s'appelait autrefois projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo. Comment est-ce que ça va se passer? Vous avez rappelé ici que vous avez eu à faire beaucoup de choses. Moi, j'en suis témoin. 2009, au niveau de Ouélé, j'ai vu ce que vous avez pu faire aux côtés du docteur Marc Bristow et les autres, Cyril Moutombo, tout ce que vous avez pu réaliser. Alors, quittant le projet Bukangalonzo, il y a un autre projet, parlant toujours de l'industrie, de la fabrication de câbles. Les Congolais qui nous suivent, ils savent que nous avons tous ici un problème qui est devenu un mal populaire. Le problème de courant. Par manque de câbles, à gauche et à droite, nous souffrons parce qu'il n'y en a pas. Et en son temps, ça demandait, je crois, 16 millions de dollars américains ou pas 160 millions de dollars américains pour relancer cette usine qui est au niveau du Katanga. Vous avez ici inventé, troisièmement, vous avez inventé le fait que dans la zone spéciale économique de Maluku, on a aujourd'hui l'implantation de Pepsi qui a donné du travail aux Congolais. Merci pour ça. Mais que diriez-vous à ceux des Congolais qui pensent que d'un côté c'est vrai, on a le Pepsi, on a l'emploi, mais avec le bouteille plastique, ça détruit notre cadre de vie. Bon, le maître disait, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Qu'avez-vous pensé par rapport à l'industrie justement pour que nous puissions absorber toutes ces bouteilles qui non seulement enlaidissent l'environnement, mais détruisent nos rivières, etc. etc. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Ouais, merci Eric, c'est un plaisir de te retrouver. Bukangalonzo, comment ça va se faire? Pas plus tard, vendredi dernier, on en a discuté. Je crois qu'il y a une commission qui a été mise en place pour descendre sur les lieux. Elle sera multidisciplinaire pour faire l'état des lieux et savoir comment on va repartir avec ça. C'est vraiment prématuré pour moi de vous porter des éléments de réponse ici. Je crois qu'il faut faire un état des lieux exhaustif et sans passion. Je crois que cela a été fait par le ministre du portefeuille, voilà, qui a parlé à la fois de Bukangalonzo, de triomphe pour les engrais et du marché international de Kinshasa, avec des propositions assorties après évidemment de séances d'audit. Et donc la question devrait dans les prochains jours trouver la réponse. On pourra peut-être revenir en briefing avec le ministre du portefeuille pour plus de détails. D'accord. Triomphe, par contre, est très avancé. Nous avons décaissé au niveau des FPI 14 millions de dollars. Et donc, le projet est pratiquement sur les rails. Il doit pouvoir démarrer à tout moment pour la fabrication des engrais chimiques. La fabrication des câbles. C'est en réalité une invitation à l'entrepreneuriat congolais et aux industriels congolais. Je disais tantôt au prédécesseur, celui qui posait les questions, mais les Chinois ont compris comment créer des richesses chez nous. Ils sont suivis par les Indiens. C'est à nous, les Congolais, aussi, de nous lever. Vous avez bien parlé de 16 millions de dollars environ. Évidemment, tout dépend de la taille de ce qu'on veut faire. Mais nous n'attendons que des études de faisabilité,
des propositions, des demandes de financement pour qu'on le fasse. Et je crois que nous devons tous aller vers cette voie-là, la voie d'ajouter de la valeur. Parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été très clair dans sa vision. Et aux Américains, aux Occidentaux et aux Chinois. On veut de la valeur ajoutée au pays. Et donc les câbles, c'est un très bel exemple. Moi, j'invite plutôt les Congolais à ce sursaut, surtout les Congolais entrepreneurs, à venir faire des propositions concrètes pour qu'on puisse les accompagner. Nous créons l'environnement pour qu'ils puissent se développer. Nous mettons les lois en place, etc. Bien sûr, nous devons les appliquer, mais ils doivent aussi jouer leur partition. Parce que j'ai toujours dit dans la vie, on n'a pas que des droits, on a aussi des obligations. Nos entrepreneurs ont aussi des obligations. C'est se lever, saisir ces opportunités qui sont là et se dire, voilà, moi je veux faire ceci, accompagnez-moi. Et notre porte est ouverte pour cela. Maluku, oui, on a fait Pepsi, mais les bouteilles plastiques. C'est une question qui me rattrape en réalité parce que le jour du lancement de cette production-là, j'étais assis à côté du PDG de Pepsi qui était venu pour l'inauguration, il repartait juste après. Et c'est exactement la question que je lui ai posée. J'ai dit très bien, on va inonder la ville avec des bouteilles plastiques. Et qu'est-ce qu'on va en faire après? Il n'avait pas une réponse très claire. Je lui avais dit, eh ben voilà ce qui va se passer maintenant. Nous allons faire un partenariat avec les entrepreneurs congolais. Et vous, Pepsi, vous allez penser que nous puissions faire cette industrie de ramassage des bouteilles plastiques et de traitement. Cela a traîné dans les discussions. Nous ne pas attendre ces discussions-là. Parce que je pense que, et je l'ai dit encore plus tôt, ce pays, personne ne va le construire à notre place. La saleté que nous voyons dans la rue, personne ne va la ramasser à notre place. Nous allons la faire nous-mêmes. Ainsi qu'au sein de nos ministères, nous avons mûri un plan que nous allons annoncer dans les tout prochains jours et qui va englober toute cette problématique de plastique. Pas seulement Pepsi, toutes les bouteilles plastiques qu'on voit traîner. Et en même temps faire un boost et créer l'entrepreneuriat autour de cela. Je vous demande juste un peu de patience. Nous sommes en train de mettre la dernière touche à ce plan-là. Il va aller sur toutes les 24 communes de Kinshasa pour que nous rendions cette ville propre finalement. Parce que je ne crois pas encore une fois que c'est l'affaire uniquement du gouverneur de la ville, bourgmestre et autres. C'est l'affaire de nous tous. Et nous avons, nous, en toute modestie, notre petit plan, notre petit programme que nous avons mûri. Nous allons le mettre en pratique très bientôt. Voilà, j'ai répondu à cette question. Merci, Monsieur le Ministre. On va prendre les prochaines questions de Madame Joséphine Mawete. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai deux préoccupations. La première est la suivante. Certains jeunes ont peur de s'engager ou même de commencer à entreprendre suite à la multiplicité de taxes qui existent dans l'écosystème entrepreneurial congolais. Est-ce que la nouvelle Startup Act prend en compte cela et combien de temps faut-il attendre pour un jeune entrepreneur avant de commencer à payer tout ce qui est taxes et impôts existants? La deuxième question, Monsieur le Ministre, a elle deux sous-questions. Il vous a été adressé le 30 mai dernier une question orale avec débat à l'Assemblée nationale au sujet du PRONADEC, qui est le programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais. Alors, pas plus tard que le lendemain, en tout cas de cette question orale qui avait été adressée en votre personne, il y a une structure Congo Business Expo qui avait organisé une rencontre avec les jeunes entrepreneurs autour du même sujet. La question est celle de savoir où en sommes-nous avec le PRONADEC, parce que selon le député qui a adressé cette question orale, il a constaté les reculs de la lutte contre le chômage puisque le programme qui constitue un pilier majeur pour la création de l'emploi, selon lui, n'existe plus. Mais aussi, comment le PRONADEC concrétise-t-il la volonté du gouvernement de structurer l'accompagnement durable en RDC, notamment pour les jeunes et les femmes? Merci. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Très bien, merci Joséphine. Les jeunes qui ont peur de s'engager, je comprends cela. Moi qui vous parle en tant que ministre aujourd'hui, j'étais entrepreneur une bonne partie de ma vie aussi. Et je comprends très bien leurs sentiments. C'est justement parce qu'il y a cette fiscalité et parafiscalité qui deviennent un lourd fardeau
et ils préfèrent plutôt se mettre hors circuit pour pouvoir travailler et éviter les tracasseries. Nous avons compris cela. C'est pour cela que nous sommes en train de formaliser ce secteur-là. Leur dire non, revenez dans le formel. Ça coûtera, je crois, 20 $ la carte de l'entrepreneur. 20 $, une carte qui sera valable pour 3 ans. Mais derrière cette carte-là, il y a de nombreux avantages. Il y a les assurances qui vous sont données, par exemple en cas d'accident, d'incendie ou autre. Il y a l'accès au financement à taux réduit. Et il y a l'accès aux organismes d'accompagnement de votre structure. Tout ça pour dire aux entrepreneurs, faites-vous voir, venez, en étant dans le formel,